Est-ce que Dr Radi est là pour présenter? Vous allez la remplacer pour présenter les Shigella chez l'enfant de moins de 8 ans à propos de 18 cas. Donc, chers maîtres, chère audience, honorable jury, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté au travail de ma collègue. Donc, c'est avec un grand honneur que je vais vous présenter un résumé de son travail intitulé Shigella chez l'enfant de moins de 8 ans à propos de 18 cas dont on va rapporter l'expérience de notre service de pédiatrie A sous l'encadrement de nos honorables professeurs du service. En guise d'introduction, pour traiter la question, nous allons adopter le plan suivant. Après une brève introduction, passer en revue des patients et méthodes utilisées, exposer nos résultats, les discuter et on terminera par une conclusion. Donc, la shigellose est une infection entérique aiguë causée par des bactéries du genre Shigella. Il existe 4 espèces, 4 sérogroupes, S. dysenterie, flexnérie, boïdie et sonné, qui sont définis sur la base de réactions sérologiques ou biochimiques. La classification des espèces a d'importantes implications thérapeutiques. Elle est répandue dans le monde entier et fréquente chez l'enfant. Son diagnostic est retenu sur un faisceau d'arguments cliniques et microbiologiques. L'objectif de notre étude est de décrire les caractéristiques cliniques, microbiologiques, thérapeutiques et évolutives de la shigellose chez l'enfant de moins de 8 ans. C'est une étude rétrospective concernant tous les enfants hospitalisés pour gastroentérite à Shigella au service de pédiatrie au CHU Mohamed VI de Marrakech entre 2017 et 2023. Nos résultats étaient comme suit. L'âge des patients variait entre 2 et 8 ans avec un âge moyen de 5 ans. On a noté une prédominance masculine avec un sexe ratio de 2. Tous nos malades étaient vaccinés selon le programme national d'immunisation. La fièvre, la douleur abdominale à type de crampe et les vomissements étaient les signes les plus communs présents chez tous nos malades. La diarrhée était présente chez tous nos malades de caractère glaireux chez 60% des patients et glairosanglante chez 40% des patients. L'altération de l'état général, notamment l'asthénie et l'anorexie, était présente chez 60% de nos malades. Des complications neurologiques à type de crise convulsive, tonico-clonique généralisée et troubles de conscience ont été constatées chez 50% et 60% des cas, respectivement, nécessitant une hospitalisation en réanimation pédiatrique initialement. Une coproculture a été réalisée chez 80% des cas. Aucun agent entéropathogène n'a été isolé. Par contre, une PCR a été réalisée chez tous nos malades, revenus positifs à la Shigella, dysenterie seule dans 30% des cas et associée à l'Escherichia coli entéro-invasive dans 70% des cas. Un traitement symptomatique à base de schéma de réhydratation avec un apport d'électrolytes et du paracétamol ont été administrés chez tous nos malades, tandis qu'un antispasmodique, un antiémétique et un IPP ont été administrés chez 40%, 70% et 60% respectivement. 60% des enfants ont reçu des anticonvulsivants. Une antibiothérapie a été instaurée chez tous nos malades à base de C3G 50 mg kg par jour chez 100% des malades, associée à la gentamicine chez 20% de cas et au métronidazole dans 20% des cas. La durée de traitement était de 5 jours chez 40% des cas, 7 jours chez 40% des cas et 10 jours chez 10% des cas. L'évolution était favorable chez tous nos patients. À présent, nous allons discuter nos résultats à la lumière des données de la littérature. Dans notre travail, nous avons discuté nos résultats en nous référant à la littérature internationale. Voici les principaux points. De nombreuses études ont démontré la grande fréquence de la gastroentérite à Shigella chez les patients de moins de 15 ans.
Selon les études menées en Afrique du Sud et au Kenya, et dont les objectifs étaient similaires aux nôtres, le tableau clinique des patients était identique à celui de nos malades, et fait principalement par des diarrhées glaireuses, alors que dans les études faites aux États-Unis et en Botswana, la diarrhée était de caractère gléro-sanglante dans la majorité des cas. La fièvre et les vomissements ainsi que la douleur abdominale ont été décrites dans l'ensemble des études, ce qui rejoint nos résultats. Les complications d'ordre neurologique, dans les convulsions et les troubles de conscience, ainsi que les troubles hydroélectrolytiques tels que la déshydratation, ont été décrits dans les études menées en Afrique du Sud chez 9%, 8% et 5% des cas respectivement, et celles menées au Kenya chez 8% et chez 6% et 17% des cas, ce qui concorde avec les résultats de notre étude. Dans notre étude, la confirmation biologique a été faite par PCR dans tous les cas, ce qui rejoint les résultats des autres études qui ont démontré une performance supérieure des méthodes moléculaires par rapport à la coproculture. L'antibiothérapie instaurée dans les études menées aux États-Unis et en Europe se basait principalement sur les céphalosporines 3e génération et les quinolones, ce qui rejoint les données de notre étude. Dans notre étude, l'évolution était favorable dans tous les cas, ce qui concorde avec la majorité des études où le taux de mortalité était très faible. Donc, en guise de conclusion, l'isolement très répandu de souches de Shigella résistant aux antibiotiques laisse actuellement peu de solutions thérapeutiques, d'où l'intérêt des approches utilisées pour la mise au point de vaccins anti-Shigella. Les interventions destinées à prévenir la transmission de Shigella sont une meilleure hygiène des mains, l'assurance de la qualité de l'eau de boisson, y compris la désinfection de l'eau avant l'utilisation et le stockage de l'eau dans de bonnes conditions, l'amélioration des conditions d'assainissement, la modification des pratiques d'hygiène aux toilettes pour réduire au maximum le contact entre les mains et les selles, et ainsi l'élimination des mouches. Les candidats vaccins sont des vaccins anti-Shigella vivants, oraux, atténués, monovalents ou multivalents, et des vaccins anti-Shigella conjugués polysaccharidiques. Et à la fin, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ces deux communications. Et avant de donner la parole à la salle pour la discussion des méningites à méningo et les shigelloses, je veux commencer par émettre un commentaire à propos des shigelloses parce que j'ai vécu pas mal d'observations parmi ces patients. Maintenant, c'est joli. On est en train de dire, dans la shigellose, il y a 100% de douleur abdominale, il y a 100% de diarrhée chronique. Mais en fait, le vrai vécu, c'est que ce sont des patients qui sont parfois arrivés dans un tableau neurologique et les gens étaient à côté. Nous étions à côté parce que la question n'a pas été bien posée à propos des diarrhées glérosanglantes et à propos des signes digestifs au début, parce qu'on s'est focalisé sur le système nerveux central. Et donc, parmi les réflexes qu'on peut développer, c'est de penser, après avoir listé la première étape, c'est-à-dire méningite, encéphalite, le reste, de penser également à cette pathologie qui est fréquente dans notre contexte. Et je donne la parole à la salle pour, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire. Oui, docteur Jabé. Est-ce que vous avez trouvé des protocoles un petit peu plus courts? Parce que la tendance maintenant est à des protocoles thérapeutiques. Est-ce que dans la littérature, il y a des protocoles courts? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous avez trouvé ça? Vous confirmez ou pas? Non, par rapport au traitement en général. Durée de traitement. Et c'est vrai que la tendance actuelle est de la courte durée, dans les 5 jours, même à moins. Parfois, c'est surprenant, 3 jours, on parle même d'une seule dose. Mais il faut dire que nous, on est toujours, on est décalé par rapport à ça. On n'a pas le courage d'aller. Ça, c'est une histoire qui est habituelle. On a toujours cette barrière psychique. On ne croit pas à cette courte durée, vu la gravité de la... Complément, surtout complément, oui. Non, est-ce qu'il avait une exploration dans le sens d'un déficit immunitaire en complément? Non,
malheureusement, c'est un travail qu'on espère faire dans le cadre de la SOMIPEV, dans le cadre de la Société marocaine de déficit immunitaire, pour explorer ces enfants dans le cadre de l'exploration de compléments. Sinon, oui. Parce qu'en fait, son dose, c'est le C3, C4, CH50, et c'est pas suffisant. Donc il faut aller vers les sous-fractions, puis le séquençage. Donc c'est le complément maintenant, c'est tout. Pour l'hémophilus, on fait. Maintenant, si on a un hémophilus, on fait systématiquement. Et on a découvert des cas de déficit immunitaire révélés par des infections neuroméningées à hémophilus. Une autre chose, pour les méningites à méningo, il faut savoir qu'elle a bien présenté qu'on a le méningo B, donc c'est lui qui est prédominant, pour lequel il n'y a pas de vaccination disponible au Maroc. C'est commercialisé à l'extérieur, mais ce n'est pas disponible, et ça rentre dans le cadre de la prise en charge thérapeutique. Tant que les enfants ne sont pas vaccinés, on ne peut pas aller vers les traitements courts. Vous voyez, donc on a eu toujours, moi quand j'ai vu ça, on a toujours l'habitude de méningite à méningo, c'est bénin, c'est pas la méningite à pneumo, c'est-à-dire les germes vraiment agressifs, mais là, vous voyez, il y a quand même des complications, donc... Oui. Moi, je remercie l'intervention de mademoiselle sur les shigelloses. En fait, il y a deux éléments qui m'interpellent, moi, libéral, dans un cabinet. C'est de pouvoir dire quel est le rôle ou l'action ou l'effet du métronidazole en pareille situation de suspicion de Shigella. Ça, c'est la première chose. Oui. La seconde chose qui m'a beaucoup plu dans l'intervention, c'est de dire que, et vous avez raison, professeur Rada, d'en parler, c'est cette suspicion de tout problème neurologique, alors que derrière, il y a une histoire digestive qui a commencé. C'est des éléments qui m'interpellent beaucoup. Donc, je voudrais voir un peu votre expérience sur le fait de traiter, médicalement parlant et oralement, par métronidazole dans un cabinet, et voir comment évoluent les choses et quelle est éventuellement la durée de traitement. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste toujours sur 7 jours, moins ou plus? C'est un peu ma question. En fait, par rapport déjà au diagnostic, je veux dire une chose, c'est que parfois, les parents, ils ont constaté les selles dans le sang, et quand leur enfant fait la complication, ils consultent, ils ne vont jamais vous dire qu'il a du sang dans les selles, parce qu'ils sont impressionnés par le tableau neurologique. Vous ne posez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse. Donc la seule garantie, c'est ça. C'est qu'on pose. Eux, ils n'ont pas des connaissances physiopathologiques. Par rapport au traitement, en fait, le schéma thérapeutique qui ont été avancés, c'est un traitement probabiliste. Il n'y a pas de place pour le métronidazole ici. Donc on fait après une désescalade, après avoir identifié. On laisse, nous, en hospitalier, la ceftriaxone, et on peut utiliser 3-5 jours sans dépasser 7 jours. Sinon, il y a parfois des résistances et on peut donner des quinolones. Et sinon, le métronidazole, on ne donne pas. Juste pour les jeunes. Alors, si neurologique, on a dit, on va penser, on est aidé par le cerveau, on pense quand il y a des signes digestifs à shigellose, n'oubliez pas le CHU. Le CHU, à manifestation neurologique. J'ai deux questions. La première concerne la docteur Raji. Donc, vous avez dit qu'il y a peu de complications en matière de méningite à méningocoque. Alors, dans votre série, vous avez plus de 50% de séquelles. Comment vous expliquez donc, les complications? C'est une série de 16 cas sur une durée de 2010 à 2012. Donc, ça reste quand même un petit nombre par rapport au nombre des malades suivis chez nous pour méningite à méningocoque. Donc, ça reste un... Seulement les méningites à méningo compliquées ou bien les méningites à méningo en général compliquées. Donc vous êtes intéressé aux méningites à méningo compliquées. C'est ça. Donc il y a un billet de sélection, d'accord. Parce qu'il fallait le préciser dans le... Non, parce que là, lorsqu'on parle de la méningite à méningo, normalement,
peu de complications par rapport à l'hémophilus influenza et au pneumocoque. Mais ici, il y a 50%, mais donc il y a un biais de sélection. Ma deuxième question, c'est au docteur qui a... donc, Radia n'est pas là, c'est sa collègue qui a présenté, d'accord. Vous avez parlé de l'antibiorésistance de Shigella. Alors, donc il est sensible à la ceftriaxone. Vous avez dit donc dans la conclusion que c'est un problème d'antibiorésistance. Comment vous avez... Parce que sinon, vous avez tous les malades, ils vont bien, avec 100% de... 90% des malades, Ce que vous avez présenté, 100%, ils sont bien. à la conclusion, j'ai dit que 90% des malades ont eu une bonne évolution et 10% il n'y avait pas une bonne évolution. Mais est-ce que c'est en rapport avec les complications ou bien avec l'antibiorésistance? Parce qu'il y a deux paramètres qui sont différents. On n'a pas exploité. En fait, elle, dans la conclusion, elle a mis une conclusion de littérature. Mais nos patients, la majorité, ils ont répondu à ces questions. Merci. J'ai également deux questions qui concernent toujours la présentation sur Shigella. La première, pourquoi vous avez choisi cette limite d'âge enfant de moins de 8 ans? Deuxièmement, on a des cultures qui sont à 100% négatives. Donc nous, à Agadir, où on n'a pas de PCR d'essai, on n'aura pas de chance pour isoler la Shigella. Et troisième question, c'est à propos d'un cas pratique qu'on a vécu au service. On avait une enfant, nourrisson, hospitalisée pour convulsions complexes dans un contexte de fièvre. Et à l'interrogatoire, on a justement rapporté cette notion de diarrhée sanglante. Mais malheureusement, on n'a pas pu isoler Shigella. On a pensé à Shigella, mais on n'a pas pu isoler. Et l'ECR, il était normal. L'imagerie cérébrale, elle était normale. Elle a rapidement bien évolué sous ceftriaxone. Mais on s'est posé la question, est-ce que Shigella peut donner des convulsions partielles? Dans votre expérience et dans votre vécu, est-ce que vous avez vu des cas de Shigella s'exprimer par... Moi, je n'ai pas comme souvenir qu'on a eu des cas de convulsions partielles. Je ne peux pas trancher au niveau de la littérature, je dois revoir. Mais concernant la question sur l'âge, c'est une description. En fait, les malades, Parce que c'est très fréquent. ils ont décrit. En fait, ils n'ont pas choisi. C'est la majorité de nos patients. Ce sont tous nos patients. Ils ont moins de 8 ans. Donc la série, dans cette série, il y a des malades qui sont moins de 8 ans. Ce n'est pas un choix, en fait. On est pris par le temps. Ok, tu passes. Avant, j'ai un dernier message à dire à propos des Shigella. Attention à un problème qu'on constate au cours des Shigella, c'est une déplétion de lymphocytes importante. Et sur les NFS, vous allez rencontrer des lymphopénies très profondes. Et on a eu des surprises parce qu'un jour, on avait même pris un patient pour un déficit immunitaire sévère, mais par la suite, elle a récupéré. Et c'est décrit dans la littérature, les lymphopénies très profondes entraînées par les Shigella. Le syndrome inflammatoire est très important. Donc c'est des 100, 120 de cercle.